Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Politique et Écho. Notre invité cette semaine, Olivier Delamarche. Bonjour Olivier. Bonjour Pierre. Olivier, vous êtes auteur pour la lettre mensuelle Les Incorruptibles. Vous êtes également le dirigeant fondateur de Triskelion Wealth Management. Avant de commencer cet entretien, je incite, comme d'habitude, les téléspectateurs à cliquer sur le pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, à commenter et partager un maximum la vidéo pour le référencement de TVL sur Internet. Olivier Delamarche, commençons notre sujet. Donald Trump est investi président des États-Unis ce lundi 20 janvier. Il dispose pour agir d'une majorité à la Chambre des représentants ainsi qu'au Sénat et une Cour suprême acquise à sa cause. Son programme: baisse des impôts, hausse des droits de douane, expulsion massive de clandestins et maintenant visée expansionniste annoncée par le nouveau président des États-Unis, notamment le Groenland, le Canada. Mais avant, Olivier Delamarche, êtes-vous optimiste quant à l'avenir des États-Unis et du monde avec un Donald Trump qui arrive à la Maison-Blanche? Alors écoutez, moi j'ai sabré le champagne quand il a été élu parce que c'était vraiment grotesque. Depuis 4 ans, on vivait avec le président des États-Unis qui était juste un Alzheimer dernier degré. Enfin, c'était une insulte à la démocratie. Je suis ravi que ce soit Trump qui ait repris les rênes. Maintenant, il faut pas se tromper. C'est-à-dire que au niveau social, ça va avoir un effet. Je pense qu'on en a fini avec ces histoires de wokisme complètement débiles, hein. Je pense aussi que ils vont faire le ménage dans le système démocrate qui était complètement corrompu depuis un bon moment et qui on n'était plus dans une démocratie, il n'y avait plus le droit à la parole sur les réseaux. Là, on voit le pauvre Zuckerberg qui est en train de rétro-pédaler parce qu'il a, il a la trouille de finir en tôle. Mais tout ça, il va y avoir un effet plus que positif sur cet aspect-là. Maintenant, sur l'aspect économique, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est-à-dire que, alors non seulement, je vous rappelle que M. Trump, on n'a strictement rien à faire de l'Europe, de Alors, on l'Union va y venir, européenne. Olivier. Je voudrais qu'on prenne les choses un petit peu dans l'ordre. Il a annoncé, le président, le nouveau président, sa volonté d'annexer le Groenland. C'est l'espèce de grande annonce en fanfare Oui, qu'il a mais fait ces derniers temps. Qu'est-ce que ça vous évoque? On va revenir à l'économie tout de suite je après. crois qu'il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que Trump, il a toujours agi de la même façon. C'est un négociateur, Trump. Et quand vous voulez négocier, sa technique de négociation, c'est d'abord de taper fort et ensuite de négocier. Et il fait ça sur le Canada, il fait ça sur le Groenland, il fait ça sur tout. C'est sa méthode. Alors on peut dire qu'elle a quand même fonctionné puisque le garçon est quand même milliardaire. Mais c'est, alors après, on aime, on n'aime pas, peu importe. On va le qualifier de gros bourrin, etc. Oui, ok, d'accord. C'est pas quelqu'un qui, pour les bobos parisiens, est très fin et très fréquentable. Mais enfin bon, en attendant, c'est un type qui a l'habitude de négocier et c'est un gars qui a une méthode de négociation. Alors après, je vous dis, on aime ou on n'aime pas, hein, peu importe. Mais c'est toujours la même chose. Il commence par taper fort, sortir quelque chose qui est une énormité pour beaucoup. Alors tout le monde en parle en disant, regardez, c'est un dictateur, il veut s'approprier toutes les terres du monde. Ok, oui,
Mais c'est surtout une manière de négocier. Donc, il envoie le truc au départ et puis il laisse tout le monde se mettre sur le toit et puis derrière, il va négocier. Donc, moi, ça me choque pas. Je pense que le gars a raison. Il l'a prouvé, je vous dis. Et voilà, après, on va voir Le ce que pied ça dans la va porte. quelle va être la réalisation derrière, quelles vont être les conséquences derrière, mais je vous dis, c'est habituel, il vous sort une énormité et puis après il discute. Donc voilà, donc mais c'est amusant de voir toute la classe médiatique, les politiques être complètement surpris avec ça, en faire des tonnes, Mmh. etc. Il les laisse parler, il a raison, et derrière, il va négocier, et il va en prendre le plus possible. Mais c'est le jeu, c'est MAGA, c'est bien Ah, son slogan, c'est-à-dire que aujourd'hui, il défend les Américains, il va s'occuper réellement des Américains, le reste, il n'en a rien à faire, et voilà. Donc, avant d'en arriver là, Olivier, vous voyez les Amazon, Meta, Facebook, Uber, un peu au garde à vous, allant jusqu'à financer la cérémonie d'investiture du président des États-Unis. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce retournement de veste de tous ces grands milliardaires qui n'étaient pas forcément tous républicains? ah non, mais ils étaient même à l'opposé. C'est simplement que ils ont la trouille. Ils se sont aperçus que probablement Trump allait mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, et ils n'ont aucune envie de se retrouver en tôle. Donc, ils sont tous en train de retourner leur veste. Je ne sais pas si ça suffira d'ailleurs pour échapper à des sanctions, parce qu'ils ont fait des choses qui étaient gravissimes. Ils ont participé à ce système démocrate que, alors, certains découvrent aujourd'hui ou font peut-être semblant de découvrir, que d'autres dénoncent depuis un bon moment, qui est un système qui est corrompu jusqu'à l'os. Ça nous fait un Donc, peu penser au système des oligarques russes qui, quand est arrivé Vladimir Poutine, se sont retrouvés un petit peu, on peut faire le parallèle. voilà. On peut faire le parallèle. Donc, et puis en ayant un Musk qui est très énervé contre le wokisme, parce que touché personnellement, très énervé contre le wokisme, et puis ayant envie d'en découdre. Donc, je ne suis pas sûr que les revirements tardifs de veste de certains leur évite de se faire tondre, mais, mais enfin, moi, je trouve ça très amusant à regarder de loin. Vous nous disiez, Olivier, que vous aviez sablé le champagne en voyant l'élection de Donald Trump, mais qui vont être les grands gagnants et les grands perdants de cette élection, de l'arrivée de Trump à la Bah, Maison-Blanche? les grands perdants, c'est les démocrates américains. Les grands gagnants, c'est les Américains. Euh, les grands et les autres grands perdants, c'est nous, c'est C'est les l'Europe, Européens? c'est l'Union européenne, parce que au contraire, eux, c'est vraiment regardez les réactions de tout le monde, des fact-checkers, des journalistes, euh, des politiques surtout, qui vous expliquent que ça y est, un dictateur nazi est arrivé au pouvoir aux États-Unis, quoi. Enfin, c'est une blague, mais oui, ça va être rude. D'autant plus que je vous dis, il n'en a rien à faire de l'Union européenne. Ça lui indiffère totalement. Et au contraire,
Moi, c'est ce que j'avais écrit il y a déjà un an dans mes scénarios, où je disais, si Donald Trump est élu, le truc, c'est que, en effet, je pense que le but du jeu, mais c'était aussi le but du jeu des démocrates américains, c'est le but du jeu des États-Unis, c'est de faire disparaître l'Union européenne et de faire disparaître l'euro, parce que ça représente aujourd'hui encore une maigre alternative au dollar, et que si vous le supprimez, bah, vous n'avez plus d'alternative au dollar, et donc vous avez l'Europe qui se retrouve avec chacun une monnaie et qui l'arrimera aux Américains, et on continuera à financer les déficits américains. Donc je On va pense y qu'ils revenir, ont Olivier, sur... gagné. D'ailleurs, le premier trimestre va être compliqué pour l'Europe, ouais. parce que non seulement il y a il y a la prise de pouvoir de Trump le 20, là, donc lundi, mais il y a aussi les élections en Allemagne le fin février, donc c'est dans un mois, hein, c'est pas On va y grand-chose. revenir, ça fait partie des questions que je veux vous poser, Donc Olivier, mais vous est-ce avez, que enfin, Donald Trump, en c'est tant le que trimestre chef de de la tous les première dangers, puissance... c'est le trimestre de tous les dangers pour l'Union européenne et pour l'euro, hein. Ouais. Est-ce que Donald Trump, en tant que chef de la première puissance mondiale, est encore, comme ses prédécesseurs l'avaient été avant lui, encore une sorte de chef du monde, une chef d'État du monde? Alors moi, je pense que, si vous voulez, aujourd'hui, de toute façon, quoi qu'il arrive, les États-Unis perdent de leur influence. Vous avez vu toute l'année dernière les BRICS essayer de s'organiser, les Chinois, les Russes essayer de ne plus dépendre du dollar, de ne plus dépendre des systèmes américains comme le système SWIFT, etc., interbancaire. Donc, il y a un mouvement qui est très clair des BRICS de prendre la position en fait qu'il mérite, quoi. Donc dans le PIB mondial et dans les organisations mondiales. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, pour moi, l'arrivée de Trump est plus un retardateur de chute que réellement, parce qu'il faut quand même voir que dans tout ce qu'il a annoncé, il ne pourra pas tout faire. D'abord parce qu'il va y avoir des oppositions, il va y avoir les gens en place qui vont essayer de lui mettre des bâtons dans les roues, etc. Ils ont déjà essayé de le flinguer 2 fois, je vous rappelle quand même, donc ils ne vont pas se laisser faire. Et donc, il ne faut pas croire que économiquement, la simple arrivée de Trump va faire que demain matin, les États-Unis seront plus endettés, l'économie va rebooster, etc. Il y a des données qui sont des données démographiques, qui sont des données justement de montée en puissance des BRICS, etc., qui font que, faut pas se faire d'illusions, ça va pas se faire en un claquement de doigts, etc. Il a 4 ans devant lui, Ouais. d'accord. Bah, il en a déjà 2, parce qu'il y aura les midterms dans 2 ans, et il n'est pas assuré d'avoir une majorité au Congrès dans 2 ans. Exactement, Mais mais Olivier, même si là, c'est 4 ans, c'est ouais, rien du tout. ouais. C'est 4 ans. Ensuite, imaginez que ce soit son vice-président qui prenne le pouvoir, c'est 8 ans. Ou Elon Musk, Oui, c'est quand même très très court ouais. pour agir, et vous avez quand même des fondamentaux qui, aujourd'hui, la dette est gigantesque aux États-Unis. Il faut voir que la Fed met encore énormément d'argent sur la table, etc., qui vivent sur la dette. Et ça, si vous voulez, c'est pas, vous avez beau vous appeler Trump, c'est pas en un coup de baguette magique que vous allez réinverser les choses. Alors, vous allez probablement faire un certain nombre de choses, et très bien. Justement, qu'est-ce qu'il va faire, Trump? Il a annoncé des choses, mais qu'est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir faire?
C'est le problème, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un Parce que tel d'où on part niveau. aussi? Est-ce que vous pouvez nous dresser un peu un état des lieux de l'économie américaine? Bah, l'état des lieux de l'économie américaine, c'est qu'elle fonctionne réellement sur la dette depuis déjà pas mal d'années. Et uniquement ça. C'est-à-dire qu'il n'y a, y a plus vraiment de croissance. Et d'ailleurs, quand vous regardez les choses, c'est ça qui va être intéressant d'ailleurs, c'est sur les marchés financiers. Parce qu'aujourd'hui, on a fait monter énormément les indices américains, mais on les a fait monter sur quoi? On les a fait monter sur les sept valeurs phares des États-Unis, hein, les Microsoft, les Tesla, les Nvidia, etc., les Meta, bon, mais tout le reste, c'est-à-dire les valeurs purement américaines, qui ne sont pas des valeurs internationales et qui ne font pas 1000 milliards de dollars de capi, celles-là, elles sont à la ramasse. Et donc, alors ça, l'arrivée de Trump, qui a une préférence pour les États-Unis, qui va mettre des droits de douane, etc. Moi, si aujourd'hui je devais investir sur les marchés américains, j'investirais plutôt sur les petites valeurs et les moyennes valeurs que d'aller investir sur Facebook, qui a déjà énormément anticipé les choses et monté. Donc, je pense que c'est bien pour la middle class américaine, si tant est qu'il en reste. Je pense que, en effet, le fait de baisser les impôts, etc. Mais il faut voir, je veux dire, il y a un moment où, mathématiquement, je dirais, les choses se sont tellement dégradées sur les 15 dernières années, hein, depuis 2008 à peu près, les choses se sont tellement dégradées aux États-Unis en interne et avec des données extérieures qui ont beaucoup changé avec, je vous dis, la montée en puissance des BRICS, etc. Le fait qu'à force de coller des amendes à tout le monde, parce qu'on utilisait du dollar, bah, finalement, ça a fini par énerver tout le monde et les gens s'organisent comme les Russes. Hein. On a été surpris, mais il suffisait de lire ce qu'ils faisaient avant. Ils se sont organisés pour ne plus dépendre des Américains. Donc voilà, donc tout ça fait que moi, je suis pas aussi optimiste que certains sur le fait que l'arrivée de Trump, c'est vraiment un bouleversement majeur sur l'économie. On va voir ce qu'il va être capable de faire. Ça, c'est Baisser une l'impôt première sur, chose. les sociétés de 21 à 15 réduction des dépenses Oui, oui, fédérales. oui, oui, mais de l'autre côté, si vous voulez, mécaniquement, c'est très bien sur le papier. Moi, je suis ravi qu'ils baissent les impôts, etc. Mais après, en face, est-ce que vous allez avoir autant de rentrées que ce que vous pensez? Le fait que on nous balade sur le chômage américain depuis des lustres, parce que personne ne sait, ça je peux vous le garantir, parce que j'ai souvent posé la question, je me suis amusé, comment il est calculé et comment on calcule les embauches, Oui, etc. on nous le Euh, présente autour de 4 le chômage en ce oui, moment, mais ouais. il est largement plus haut. Il est très largement plus haut. Pourquoi? Donc voilà, donc ça, ce sont des choses qui faut prendre en compte, hein, et Vous le se situez à dire quel que niveau, Olivier, le chômage aux États-Unis? bon, vous êtes plus proche aujourd'hui, si vous prenez vraiment un vrai chiffre, si vous voulez, vous êtes plus proche de 10 que de 4. Vous êtes plus proche de 10 que de 4 parce que, en fait, c'est fascinant parce que vous avez des tas d'éditorialistes, d'économistes, de soi-disant experts qui passent sur les BFM Business en compagnie, en permanence, mais qui ne savent pas comment il est calculé. Parce que quand on les interroge, au bout d'une heure, où ils vous ont commenté des chiffres en vous disant que c'est extraordinaire, etc., mais quand vous leur demandez, mais comment c'est calculé, personne ne sait répondre. Alors qu'il y a des trucs qui sont
euh, euh, extraordinaire. Vous auriez un moyen très simple de calculer le chômage, puisque les impôts sont prélevés à la source aux États-Unis. Donc, il suffirait de passer un petit coup de fil à l'IRS américain et leur dire, bon les gars, combien il y a de gens qui ont été embauchés ce mois-ci? Bon. Et ça serait très simple à faire. Sauf qu'on ne veut pas faire ça. Et en fait, les embauches, hein, c'est calculé, vous savez comment? C'est un sondage. C'est un sondage par téléphone. C'est une blague pour un pays comme ça. Les statistiques sont faites par sondage. Et le sondage, figurez-vous qu'il est corrigé par un indice qui s'appelle l'indice Birth and Death, qui date de Reagan. Reagan, dans les années 80, était furieux parce qu'il trouvait que les chiffres du chômage américain ne lui rendaient pas justice, alors qu'il avait fait des choses pour que le chômage baisse. Et donc, il demande à l'Office du travail américain, il lui demande de trouver un algorithme, si vous voulez, pour que les chiffres du chômage et des créations d'emplois soient meilleurs. Et qu'est-ce que fait le bureau du travail américain? Il introduit un algorithme qui est sur les créations et les liquidations de sociétés, mois par mois, d'accord? Et en disant, eh bien, chaque société engage un certain nombre de personnes, et donc on va corriger le chiffre qu'on a par les sondages de ce montant-là. Et ça a fait que en 2008, où on était en pleine récession, en 2008, ça a rajouté, en termes de création d'emplois, 840 000 emplois. Alors qu'en fait, ils en ont perdu des tonnes et des tonnes. Mais simplement parce que c'est un algorithme mathématique. Et ça fait près d'1 million d'embauches en 2009. Mais en fait, c'est faux, ça n'existe pas. C'est des faux chiffres. Et tout le monde continue gentiment à commenter des chiffres dont ils ne savent même pas comment il est calculé. C'est fait, moi ça me fascine. Donc voilà, donc je vous dis, les 4%, c'est juste de la blague. Olivier, Mais le dollar comme arme économique de guerre, est-ce que Donald Trump va continuer à l'utiliser comme tel? Est-ce qu'il peut encore l'utiliser comme tel? Mais bien sûr, parce que là aussi, vous avez plein de gens qui viennent vous dire, ça y est, le dollar, c'est fini, ça vaut plus rien, etc. Ouais, enfin, ça, c'est sur le papier, c'est très bien sur le papier. Vous savez, des proches disaient, j'adorerais vivre en théorie, parce qu'en théorie, tout marche. Bah là, c'est la même chose. Si vous voulez, en théorie, on est tous d'accord. En théorie, on est tous d'accord. Il y a tout ce qui a été la planche à billets devrait faire, et puis les BRICS qui arrivent, devraient faire que le dollar baisse. Oui, mais non. Parce qu'en fait, on continue à l'utiliser dans les faits. Vous ne faites pas une transaction dans autre chose que du dollar. Point. Vous vendez quelque chose au Venezuela, vous allez vous faire payer en bolivar, vous? Non, personne. Vous allez vendre quelque chose en Argentine, vous allez faire payer en pesos argentins? Bah, Non. l'Arabie Saoudite commence à accepter le yuan pour le pétrole. Mais oui, mais c'est une blague. C'est-à-dire, ça, c'est de la com. C'est de la com. Dans les faits, c'est payé en dollars. Dans les faits, c'est payé en dollars. Le seul contrat pour l'instant qui a été payé en yuan à l'Arabie Saoudite, en fait, les yuan ne sont jamais arrivés en Arabie Saoudite parce que l'Arabie Saoudite a eu un contrat en Chine pour construire quelque chose et ils ont utilisé les yuan qu'on leur avait donnés pour le construire. Donc en fait, du yuan, vous n'en trouvez pas à l'extérieur de la Chine. Point barre. Terminé. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup de com, mais dans les faits, vous continuez à utiliser du dollar. Et regardez, depuis que tout le monde en parle en disant que ça y est, c'est fini, je vous rappelle juste qu'on a touché 1,01 contre euro il y a 2 jours. Voilà.
Donc, faut remettre les choses à leur place. Leur place, c'est que pour l'instant, alors peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, les choses commenceront à être problématiques pour le dollar. Mais en attendant, il n'y aura plus d'euros. Parce que c'est vraiment l'euro qui est en risque aujourd'hui. Ce n'est pas le dollar. C'est l'euro je vous rappelle que dans 1 mois, il y a les élections en Allemagne, que l'AfD a dit clairement que s'ils étaient élus, ils sortaient de l'euro, ils sortaient de l'Union européenne. Vous pensez que c'est l'euro qui vaut mieux avoir dans son allocation d'actifs de l'euro ou du dollar? Oui, mais Votre avis? Olivier, est-ce que l'AfD aura suffisamment de sièges au Bundestag pour supplanter une éventuelle coalition J'en sais SPD-CDU? rien. J'en sais Ouais. rien. Tout simplement, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, ça bouge partout en Mmh. Europe. D'accord. Alors évidemment, il y a tous les crétins qui vont vous dire que c'est encore un coup des Russes, hein. La Roumanie, c'est un coup des Russes. La Géorgie, c'est un coup des Russes. Bientôt, s'il y a eu dissolution en France, ça doit probablement être un coup de Poutine encore. Enfin, je veux dire, c'est une blague. Aujourd'hui, les peuples commencent à comprendre qu'on les prend pour des cons depuis des années et des années. Tant mieux, le réveil a été long, mais enfin bon, tant mieux, tout arrive. Et il commence à se manifester. Et tant mieux, tant mieux. Et j'espère qu'en Allemagne, en effet, c'est l'AfD qui va arriver en tête et qu'on va arrêter avec cette espèce de mafia européenne, dont Thierry Breton est un des meilleurs exemples d'ailleurs, parce qu'il se recycle, hein, c'est un recyclage permanent des déchets politiques. Donald Trump, Olivier, a récemment déclaré qu'il avait un mot préféré dans le dictionnaire américain, c'est droit de douane. Il a, il a déjà lancé une guerre économique sous son premier mandat. Quelles vont être les conséquences de sa politique protectionniste à l'égard de l'Europe là, dans les 4 prochaines années qui arrivent? Je vous dis, l'Europe, c'est pas son sujet. Aujourd'hui, l'Europe, de toute façon, telle Il qu'elle veut nous est, bouffer tout cru ou il s'en fout? non, il s'en fout. Je crois qu'il s'en fout. Je crois que le seul intérêt pour lui de l'Europe, hein, c'est que notre épargne finance ses déficits. Le reste, il s'en fout. Reste, il s'en fout. Enfin, on est assez con pour aller lui acheter son gaz de schiste hors de prix, alors qu'on avait du gaz avec les Russes qui était beaucoup moins cher et qui était beaucoup plus pratique à faire venir. Même les Allemands se suicident économiquement. Donc, je crois que il a. Enfin, faut pas imaginer que on a besoin de Trump pour s'effondrer. On s'effondre tout seul. On a des gens qui sont extrêmement efficaces pour ça. Hein, il n'a pas besoin d'agir vis-à-vis de nous. Il a des gens comme Macron, comme Van der Leyen, comme Olaf Scholz, qui agissent déjà pour se suicider. Donc, il n'a aucun besoin d'en rajouter. Trump avait quand même déclaré en 2018 qu'il s'opposait à l'accord gazier entre l'Allemagne et la Russie. Donc il a quand même une volonté de... Mais il n'a même plus besoin de s'y opposer. Il a fait péter Nord Stream. Donc, qu'est-ce que vous Enfin, voulez que. oui. Bah, c'est pas lui, mais c'est les Américains qui ont fait péter Nord Stream avec les Anglais. Et Quel est le ça problème? sert quand même bien ses intérêts, non? Ah, mais tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mais c'est pour ça que je vous dis. Maintenant, de toute façon, le mal est fait. Il n'a aucun besoin d'en rajouter. Vous avez toutes les entreprises, toutes les grosses entreprises allemandes qui se délocalisent aux États-Unis parce qu'ils ont de l'énergie moins chère, parce que les Allemands sont assez cons. Franchement, enfin, il y a pas d'autre mot. Ils sont assez cons pour arrêter, pour ne pas reprendre les discussions avec Poutine et se faire livrer du gaz par Poutine, et qui préfèrent aller payer des prix hallucinants aux Américains.
qu'est-ce que vous voulez qu'il n'a pas besoin d'aller faire autre chose. L'Europe va s'effondrer sans avoir besoin des Américains pour les pousser. Ils le font Justement, tout l'Europe, seuls. Olivier, est-ce que vous savez s'il se passe quelque chose à Bruxelles, au sein de la Commission européenne, pour endiguer la volonté de domination que va vouloir mettre en place Donald Trump? Qu'est-ce qu'ils font à Bruxelles là? Ils voient que Donald Trump va arriver? Il se passe quelque chose? Il y a... Vous savez, enfin, oui, il se passe quelque chose. Ils sont en PLS sur l'histoire de la régulation des réseaux sociaux, mais je veux dire, vous avez, franchement, l'Europe, c'est fini. C'est fini. Ça va devenir un grand EHPAD. Mais c'est terminé. Je veux dire, on a une Europe qui se félicite parce que ils ont mis une norme sur les chargeurs de téléphone. On a une Europe qui se félicite parce que maintenant le bouchon de votre bouteille d'eau va rester accroché au goulot. Et puis pendant ce temps-là, vous avez les Américains, les Chinois, etc., qui prennent 15 ans d'avance sur l'intelligence artificielle, enfin, je veux dire, sur les voitures à hydrogène, et nous, on est là à la ramasse. Enfin, je veux dire, c'est terminé. Vous me Comme en disiez en plus, préparant les l'émission, seuls Olivier, que avantages qui étaient vraiment un avantage extraordinaire que nous avait donné le général de Gaulle, qui était d'avoir mis l'accent sur les centrales nucléaires, qui nous permettait d'avoir une énergie qui était à très bas coût. Ça, évidemment, Macron l'a flingué parce que ça ne lui plaisait pas. Les Allemands l'ont totalement flingué parce que ça ne plaisait pas aux pastèques, là, aux écolos. Donc, c'est fini. Enfin, je veux dire, il y a un moment où il faut accepter que soit les Français se rebellaient, prenaient les armes et allaient chercher Macron à l'Élysée, soit il ne se passera rien. Il ne se mais est-ce que c'est pas passera une rien. bonne nouvelle, Olivier? Vous me disiez en préparant l'émission, l'euro va exploser. Est-ce que c'est pas au fond une bonne nouvelle pour les Européens de voir l'établissement bruxellois se péter la gueule? C'est une bonne nouvelle de voir Bruxelles se péter la gueule. Maintenant, si les Français sont assez bêtes pour élire en 2027 un Édouard Philippe ou un Gabriel Attal, excusez-moi, mais on va continuer. Et On va l'euro, une continuer. monnaie comme ça, Le Olivier, ça problème, saute c'est qu'à un comment? moment, si on n'accepte pas réellement d'ouvrir les yeux et de changer ce personnel politique, quand on voit les sondages et qu'on voit, alors vous me direz, faut pas vraiment faire confiance aux sondages, mais si réellement ce que disent les sondages est vrai, c'est-à-dire que on encense des gens comme Édouard Philippe, enfin, je vous rappelle, Édouard Philippe a été Premier ministre. Lui, il s'en souvient pas, visiblement, il a fait l'impasse là-dessus, qu'il a été Premier ministre, donc il a été aux commandes. Ensuite, qu'il est maire du Havre, qui est une ville surendettée qui marche plus du tout, etc. Tout ça, il l'a oublié. Mais il ne faut pas l'oublier. On a oublié aussi que Gabriel Attal, c'était un gamin qui sortait de l'école, qui connaît rien à rien, et ça serait juste une catastrophe que ce type-là devienne président. C'est un petit Macron en un peu plus jeune, mais c'est la même chose, quoi. C'est une copie, c'est un clone. Bon, bah, si c'est pour revoter pour des gens comme ça, c'est fini. C'est fini. Enfin, vous pouvez faire une croix dessus hein, Vous me la disiez, France, Olivier, en l'économie de la préparant cette France. Je veux dire, émission, on n'arrête pas de s'enfoncer, on n'arrête pas d'avoir des entreprises qui ferment, on est au plus haut taux de faillite des PME et des ETE. Enfin, c'est une fuite en avant permanente avec plus aucun service public qui marche, avec des entreprises qui font faillite, avec des gens
qui n'ont qu'une envie, c'est de sortir. Moi, j'en vois, je suis en Suisse, j'ai un family office. Tous les jours, je vois des gens arriver. Tous les jours, je vois des gens arriver. Donc, petit à petit, que ce soit l'argent, que ce soit les cerveaux, les gamins, tous se barrent. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on va devenir un gros EHPAD, un musée dans lequel les riches BRICS viendront Oui, mais justement, Olivier, vous me disiez en préparant cette émission, l'euro va s'écrouler, la France va sauter. Donc, du coup, est-ce que tout cela va empêcher que la France devienne un EHPAD? Comment ces deux phénomènes, la France et l'euro qui sautent, ça se Mais produit? tout dépend de ce qu'en feront les Français, si vous voulez. Vous avez eu un exemple extraordinaire, c'est le Brexit. Vous avez la Grande-Bretagne. Alors là, elle n'était pas concernée par l'euro puisqu'elle avait gardé sa monnaie intelligemment. Elle avait gardé sa monnaie. Mais le Brexit, les Anglais sortent de la dépendance justement de l'Union européenne. Oui, d'accord. Mais si vous gardez des tocards, parce que là, depuis, ils ont fait fort. Si vous gardez des tocards au gouvernement, ça ne change rien. Donc, moi, quand j'entends parler de Frexit, etc., à longueur de journée, ouais, d'accord, Frexit. Mais si derrière, vous mettez en place des gens qui sont réellement des démocrates, etc., système suisse ou quelque chose qui ressemble au système suisse, par exemple. Mais là, si vous sortez de l'Union européenne pour aller mettre un Gabriel Attal ou un Édouard Philippe, excusez-moi, ça ne va rien changer. Donc vous allez continuer à vous effondrer gentiment. Là, tout le monde, je vous dis, met l'histoire de l'effondrement du Royaume-Uni sur le Brexit. Mais ce n'est pas sur le Brexit, c'est sur les gens qui sont aux commandes. Et ça n'a rien à voir avec le Brexit. Donc là, c'est pareil, si vous voulez. C'est-à-dire que soit vous restez dans l'euro et dans l'Union européenne, et de toute façon, vous allez vous transformer gentiment en EHPAD, et ça va se finir très probablement très mal, parce que on fera une copie de ce qui se passe au Royaume-Uni, d'accord? Soit vous sortez de cette Union européenne, si vous avez des gens à ce moment-là qui sont vraiment des gens intéressants et bien et qui sont des hommes d'État et non pas des gens patrons de BDE, d'école de commerce, hein, eh bien à ce moment-là, oui, vous aurez quelque chose d'intéressant. Mais en attendant, je ne suis pas persuadé que les Français aujourd'hui soient capables d'élire autre chose qu'un Gabriel Attal ou un Édouard Philippe. Revenons à Trump, Ou un Olivier. Mélenchon, enfin, Oui, ne ce qui cauchemardons serait, pas. bon. Les priorités géopolitiques de Donald Trump, Olivier, on peut évidemment citer le cas de la Chine. Est-ce qu'il va tenter de lui tenir tête? Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'il a encore les moyens de lui tenir tête? Non, mais non, parce que, mais là, c'est aussi, il faut voir dans les postures et dans les déclarations, c'est toujours la même chose, c'est ce que je vous ai dit au début, c'est un négociateur. Souvenez-vous de ce qui s'est passé sous la première présidence de Trump, hein, où à un moment, il avait déclaré que la licence Android serait retirée à Huawei. Ce qui évidemment n'était pas une bonne nouvelle pour Huawei, hein, ne plus avoir son système d'exploitation. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'a répondu Xi Jinping? Il a dit, OK, pas de problème les gars, vous retirez la licence Android, plus de terres rares. Et là, qu'est-ce qu'a fait Trump? Ah, oups, excusez-moi, c'était juste pour rire. N'en tenez pas compte. On revient en arrière. Voilà. Vous avez aujourd'hui une Chine qui est puissante, alors même si elle a aussi ses problèmes
de croissance, elle a des problèmes, la Chine. Il ne faut pas de dette, etc. Il ne faut pas croire que c'est la petite maison dans la prairie en Chine. C'est pas la réalité. Elle a des difficultés. Mais en revanche, elle a pris des positions qui sont des positions sur le long terme, parce que les Chinois, ils ne sont pas à 4 ans. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que ni Trump, Xi Jinping, ni Poutine n'ont des visions à 4 ans. Aux États-Unis, malheureusement, et dans le reste de l'Occident, on a des systèmes qui font que, et encore, vous le disiez aussi, vous avez les mid-terms au bout de 2 ans. C'est super court. D'accord? Poutine, il en a rien à foutre, il voit 20 ans. Xi Jinping, c'est pareil. Donc, vous avez deux notions, si vous voulez, qui sont pas du tout sur les mêmes visions et sur les mêmes durées. Et donc vous avez aujourd'hui une Chine qui a pris une position quasi de monopole sur les terres rares et sur les métaux rares, qui fait qu'il y en a partout, qui fait que donc c'est difficile à contourner, et donc il va falloir négocier, c'est tout. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas arriver en disant, ben, ça y est, les Chinois, on vous colle des barrières douanières de X centaines de pourcents, et puis on vous isole, etc. Non, non, ça ne marche plus. Marche plus parce qu'ils ont une position aujourd'hui, ils se sont arrangés en plus depuis des années pour être indépendants, ils ont fait un système parallèle à SWIFT qui permet de ne plus dépendre des Américains qui pouvaient du jour au lendemain les débrancher, si vous voulez. Ils ont amassé des stocks d'or qui leur permettraient aujourd'hui de faire une monnaie adossée sur l'or, etc., par exemple pour eux et leurs copains, pour eux et les BRICS. Donc vous avez un certain nombre de choses qui font qu'aujourd'hui, ils sont incontournables. Et que donc, il va falloir négocier. Vous ne pouvez pas arriver comme... Alors, je vous dis, il négocie à la cow-boy comme il a l'habitude de le faire. Mais d'un autre côté, il faudra voir qu'il sera obligé aussi de faire des concessions parce qu'il n'a pas le choix. Voilà, est-ce qu'il va devoir faire aussi des concessions avec les BRICS? Est-ce qu'il va y Évidemment. avoir un rapport de force entre ces pays-là et les États-Unis, ou est-ce qu'il va essayer aussi de suivre un peu la tangente des BRICS? Non, il va être obligé de négocier avec eux parce qu'il n'aura pas le choix. Parce qu'il n'aura pas le choix, parce qu'aujourd'hui, ils ont acquis telle position sur un certain nombre de choses qui font que, bien sûr qu'ils peuvent se passer, les Américains, ils peuvent se passer des baskets qui sont fabriquées en Chine, c'est pas le sujet. Mais il y a des choses aujourd'hui dont ils peuvent pas se passer. Les semi-conducteurs, ils sont fabriqués où? Ils sont Taïwan. fabriqués à Taïwan. Donc, à un moment, il va falloir négocier. Parce que Donc si c'est vous... fini l'arrogance à l'américaine avec le retour de Trump. Non, vous aurez, je veux dire, je pense qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher, donc vous en aurez encore de l'arrogance. Mais je veux dire, il y a un moment où je pense que, et pour ça, je pense que Trump est beaucoup plus pragmatique que les autres, parce que c'est un type qui est dans les affaires, c'est pas un politicien, enfin, c'est pas un gars à la Macron ou à la Scholz qui n'a jamais fait autre chose que de la politique. Donc c'est un type qui est pragmatique, c'est un type qui est dans les affaires, il sait faire une addition, contrairement à Bruno Le Maire, il sait faire une addition, il sait faire une soustraction, le type, il comprend. Donc il est pragmatique. Je vous dis, c'est l'exemple que je vous ai donné sur Huawei et sur les matières premières. Quand il a vu que ça passait pas, ça passait pas. Bon, voilà, il a fait marche arrière. Donc voilà, c'est ça, et c'est ça qu'on comprend pas en France, parce que vous voyez la réaction des politiques qui n'ont jamais rien fait de leur vie, sauf de la politique, et qui comprennent pas comment ça fonctionne. Mais c'est un pragmatique. Je pense que
Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de friction, parce qu'il va y avoir des frictions, forcément. Mais là, si vous voulez, il ne parle pas de dominant à dominer. Là, aujourd'hui, les Chinois, ils ont des positions qui font que, des positions sur certains marchés qui font qu'ils sont incontournables. Vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure, Olivier, à titre individuel, le Français qui aurait des billes à placer pour profiter, pour tirer profit de l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. C'est quoi la stratégie? Vous parliez d'investir sur les petites valeurs. Bah, déjà, enfin, moi, je pense que, en tout cas, sur les grandes valeurs américaines, euh, le, 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 le prix a été fait, si vous voulez. C'est-à-dire l'anticipation depuis l'élection a fait qu'aujourd'hui, on est sur des prix qui sont, enfin, sur un impact de Trump qui est largement pricé dans les cours. Il y a peut-être encore quelque chose à gagner sur, je vous dis, sur les small caps américaines et sur les entreprises qui sont vraiment purement américaines et qui, elles, vont bénéficier justement de l'effet Trump beaucoup plus qu'une Facebook ou une Tesla ou qu'une Microsoft. Ça, c'est une certitude. Après, moi, aujourd'hui, je vous dis, je n'ai pas un seul euro. J'ai aucun de mes comptes sur lequel j'ai de l'euro. Voilà, il doit me rester 3 000 euros quelque part pour faire face à des factures, mais c'est rien du tout. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est dollars et francs suisses, mais surtout dollars. Francs suisses parce que j'habite en Suisse, mais sinon surtout dollars. Et je pense que c'est un des meilleurs moyens, c'est d'échapper à justement à l'effondrement de l'euro. Vous me disiez aussi, Olivier, un petit peu au début de cet entretien, que ça n'est pas Donald Trump en 4 ans qui pourra empêcher la chute des États-Unis. Ça ressemblerait à quoi une chute des États-Unis, sachant que vous nous dites aussi que le dollar est encore la monnaie Oui, enfin, la une plus chute importante? des États-Unis, c'est-à-dire une perte, surtout une perte de leur toute-puissance. C'est-à-dire que, à mon avis, dans un futur assez proche, vous aurez deux blocs. Vous aurez d'un côté Chine-Russie et puis quelques BRICS qui viendront se mettre avec cette Chine et cette Russie, parce qu'il faut pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas croire que les autres vont pouvoir s'émanciper comme ça. Et puis de l'autre côté, un autre bloc avec les États-Unis, sûrement quelques pays européens qui se seront arrimés aux États-Unis parce que refuseront de s'arrimer, parce que comme on est des imbéciles. Puis je vous rappelle que Monsieur Le Maire a mis par terre l'économie russe, donc ça n'a aucun intérêt de se rapprocher des Russes. Je ne suis pas sûr qu'il n'est pas, dans ses intentions ou son successeur de mettre aussi l'économie chinoise à genoux, ou peut-être même l'économie américaine, puisque le Trump ne leur plaît pas. Nous sommes des guerriers, nous sommes des vainqueurs. Donc, je pense que vous allez avoir deux blocs. Vous allez avoir le bloc américain avec le dollar, avec les gens qui seront arrimés au dollar. Et puis, vous avez de l'autre côté les Chinois et les Russes principalement, qui constitueront une autre vision, non seulement une autre vision du monde, et puis qui réclament simplement leur part, voilà, leur position et de ne plus être considérés comme des sous-pays, quoi. Est-ce que vous voyez actuellement, ça sera ma dernière question, Olivier, un Elon Musk prendre position
en faveur, de l'AfD allemande. On lui dit, voilà: «Vous faites de l'ingérence, c'est inadmissible». Est-ce que vous pensez aussi que c'est l'intérêt, de la nouvelle administration Trump d'épauler, des mouvements patriotes en Europe pour, heu, Enfin, éventuellement, d'épauler, essayer de redresser la tête? d'épauler. Enfin, faut bien voir je vous rappelle tout de même que tous les politiciens occidentaux ont pris position contre Trump. On est bien d'accord. Et Ceux au pour pouvoir, ouais. Biden, sachant très bien que Biden avait plus de cerveau. On est bien d'accord. Donc, et que c'était pas Kamala Harris qui allait redresser la chose. D'accord. Enfin, je veux pas être méchant, mais enfin, elle est complètement idiote. Enfin, donc, et ils étaient prêts à appeler à voter pour Biden et pour ensuite Kamala Harris contre Trump. Alors maintenant, ils font semblant aussi de l'oublier, mais c'est un fait. D'accord. Ils ont pris position. Quand vous entendez quand même aujourd'hui des gens qui vous disent la Roumanie a mal voté et si l'Allemagne vote mal, on annulera les élections, c'est quand même hallucinant, non? Ça, c'est pas de l'ingérence. Ça, c'est pas de l'ingérence. Soros, il fait pas d'ingérence quand il paye des millions, etc. Un type comme Pigas, qui est propriétaire du Monde, etc., il fait pas d'ingérence non plus. Non. Hein. Drahi, BFM, etc., il fait pas d'ingérence non plus. Ou le Hein, si vous... président, le directeur de Libération, ancien du Mossad. Non, mais on est dans un truc où Mmh. c'est toujours l'autre qui est responsable de tout, le méchant, etc. Parce qu'ils ne vont pas dans leur sens. Mais enfin, je veux dire, il y a des ingérences tous les jours. Il y a une absence de démocratie en Europe tous les jours. Et les gars, ils vont donner des leçons. Mmh. Mais c'est une blague ou quoi? Trump à la Maison Blanche, c'est donc, victoire, pour, les Américains et malheur aux Européens. On peut terminer cette émission, en synthétisant comme ça, Olivier? Ah, très clairement, très clairement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas du tout s'attendre à ce qu'il y ait le moindre truc positif pour nous de l'arrivée de Trump. La seule chose qui peut être positive, c'est d'abord de se régaler en voyant la tête des journalistes français, des éditorialistes français, etc. Et ça, c'est un régal permanent. D'accord. Ça, c'est vraiment un gros avantage de l'arrivée de Trump. Le Et puis pied. le deuxième gros avantage de l'arrivée de Trump, c'est que je vous dis, vous avez Musk qui est très très énervé parce que touché personnellement par le wokisme et les dégâts des influences LGBT, etc. Et que là, Trump et Musk sont d'accord pour mettre un gros coup d'arrêt à ce genre de choses. Il a dit, moi, quelque chose que je dis depuis toujours, c'est que maintenant, un chirurgien qui transformerait le sexe d'un mineur, il le mettrait en tôle. Il faut les mettre en tôle. C'est inadmissible. C'est inadmissible parce que le gamin, il va payer toute sa vie. Donc c'est inadmissible. Je veux dire, qu'on mette un coup d'arrêt à ça, c'est une excellente chose pour le monde, pas simplement pour les Européens, pour le monde. Maintenant, je vous dis, économiquement, on ne va pas en bénéficier. Et il faut d'abord changer les choses chez Faire nous. le ménage. Parce que ce que je vous ai dit, le Frexit, ok, c'est très bien, moi je serais ravi qu'on sorte, mais Mais qui si on met à c'est la place sorti, derrière? Ouais. voilà, si c'est sortir pour Mmh. se choper les mêmes, ça sert à rien et ça sera même encore pire.
Merci à vous, Olivier, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez, dès à présent, excusez-moi, retrouver la chronique économique et financière de Philippe Béchade et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Salut. Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « François Bayrou nous a fait son grand flou et ça a marché ». La survie du gouvernement Bayrou lors de sa constitution, il y a maintenant presque un mois, ça semblait l'hypothèse la plus improbable. Comment des députés majoritairement soit côté RN, soit côté NFP, LFI, Parti socialiste, allaient-ils pouvoir laisser continuer d'exercer un gouvernement qui était aux antipodes de ce pourquoi les Français avaient voté le 9 juin, puis de nouveau début juillet. Un gouvernement qui ne compte que des ministres appartenant à des minorités, voire à des micro-minorités proches de Macron, alors que les Français avaient voté justement, et à une très large, voire écrasante majorité, pour des députés ne soutenant pas Emmanuel Macron. Eh bien, il faut croire qu'il y a une magie Bayrou. Bayrou qui, lors de son discours de politique générale, nous a fait son grand flou. Et cela a en quelque sorte un peu désamorcé les velléités de censure côté extrême droite. Et puis ensuite, eh bien, c'est la coalition de gauche, NFP, avec des socialistes qui se démarquent de plus en plus, des socialistes qui acceptent l'idée qu'on va peut-être rediscuter de certains aspects de la réforme des retraites, passé à coup de 49.3 par Elisabeth Borne, membre du gouvernement, il y a maintenant 3 ans. Une suspension, non, pas tout à fait, mais on rediscuterait de certains aspects. Et puis, alors ce qui a emporté l'adhésion des députés socialistes, eh bien, c'est que le gouvernement renoncerait aux 3 jours de carence pour les fonctionnaires et maintiendrait la situation en l'état à 1. Et puis, pour essayer également de calmer un petit peu la droite, un peu plus à droite, qui n'appréciait pas du tout la perspective d'un déremboursement supplémentaire des médicaments, eh bien, là aussi, le gouvernement va y renoncer. En fait, il renonce à des tout petits trucs pour nous coller en fait les hausses d'impôts à la sournoise les plus importantes que nous aurons connues depuis plus d'une décennie. En effet, l'État renonce quelque part à augmenter ses recettes de poche, comme il le fait d'habitude, mais comme avec Bayrou, c'est le flou, on n'a pas d'indication sur les dotations des collectivités locales, territoriales, régionales. Or, on sait tous qu'une fois que le produit de nos impôts et taxes auront été dépensés pour payer les retraites, et notamment les retraites des fonctionnaires qui seraient, d'après les calculs, responsable de la moitié des déficits accumulés par la France depuis 2017, sachant que les régimes de retraite du privé sont excédentaires de plusieurs centaines de millions d'euros chaque année. Oui, voilà, ce sont ces régimes privés qui servent à combler en partie les déficits des régimes de retraite particuliers des fonctionnaires. Donc, une fois que l'État
aura financé les retraites, l'éducation nationale, la police, l'armée, en fait tout ce qui relève du régalien, et bien sûr l'hôpital et les soins de base, eh bien, ce sont aux collectivités territoriales de trouver leurs propres ressources. Alors pour tout ce qu'on veut, les routes, les pompiers, la prise en charge de la dépendance, la liste est très très longue. Et là, qu'est-ce que les collectivités locales peuvent faire si ce n'est augmenter les impôts fonciers, puisqu'il n'y a plus d'impôts locaux, mais ils pourraient peut-être revoir le jour sous une autre forme, une autre appellation. Et hausse également de toutes les recettes de base, enlèvement des ordures, distribution de l'eau, des choses qui ne relèvent évidemment pas de l'autorité centrale de l'État, mais qui vont coûter très très cher aux consommateurs et contribuables. Alors, on essaie de nous rassurer en nous expliquant que l'inflation est sous contrôle, qu'en France, elle ne dépasse pas les 2%. Il s'agit bien sûr là encore d'une fiction statistique, mais une fiction bien utile puisque on la prend pour prétexte pour abaisser le rendement du livret A à 2,4%, alors que l'inflation réelle, avec des tarifs de mutuelle qui augmentent de 6%, des tarifs d'assurance auto qui augmentent de 4%, des impôts locaux et des taxes foncières qui vont exploser littéralement, des distributeurs qui vont devoir répercuter des hausses sur les produits alimentaires allant de 4 à presque 20%. Et oui, figurez-vous que le fabricant des Pépitos demande une hausse de 18% de ses gâteaux. Croyez-vous véritablement que l'inflation sera à 2% en 2025 ? Alors qu'on nous promet une croissance à plus 0,9%, et les économistes savent, et parmi les plus optimistes, que si l'on a plus 0,5%, on sera bien content. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.